Bonjour à tous et merci de regarder Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours pour parler RSE et transition écologique des entreprises. Ecopo, le média, est partenaire de l'émission. À mes côtés donc, sa rédactrice et fondatrice, Émilie Kovacs. Bonjour. Bonjour Eva, ravie de vous retrouver également pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons recrutement et emploi avec la directrice générale déléguée du groupe CRIT. Il s'agit de Nathalie Jaoui qui est avec nous déjà. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la publicité. Doit-elle s'engager? Pour en parler, nous aurons Vincent Léora, vice-président de DDB, et Éric Thuong-Kuong, président de La Chose. Je vous parlerai ensuite des résultats du baromètre de l'Union des marques sur la publicité, sur la façon dont les marques s'engagent aujourd'hui suite à la crise. Et enfin, nous accueillerons Julien Bruno, qui est le fondateur d'une start-up qui s'appelle IQ Spot, une start-up qui capte en temps réel la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Mais tout de suite, c'est l'heure des news, Eva. Oui, Émilie, et on commence par une nouvelle alerte du Haut Conseil pour le climat. Installé par Emmanuel Macron fin 2018, l'instance sentinelle de l'action climatique du gouvernement interpelle. Le plan de relance doit s'insérer dans les limites climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont en effet reculé de 0,9% entre 2018 et 2019, mais c'est encore loin d'être suffisant pour atteindre la neutralité carbone en 2050, estime le Conseil, qui ne note pas de changement de cap de la part du gouvernement. Un an après un rapport déjà cinglant sur la crise climatique, les actions de la France, estime l'organisation, ne sont pas à la hauteur ni des enjeux, ni des objectifs qu'elle s'est donnés, notamment pour atteindre les moins 3% attendus à partir de 2025. Autre chiffre et autre dossier pour le gouvernement. Aujourd'hui en France, 1 litre sur 5 d'eau traitée est mise en distribution et perdue. C'est le résultat d'une étude de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. En cause, un sous-investissement important dans un réseau de distribution vieillissant. Mais avec le réchauffement climatique, les épisodes de sécheresse et de canicule, l'enjeu de l'eau devient primordial. La Fédération des entreprises de l'eau appelle, dans le plan de relance national, à doubler le taux de renouvellement des réseaux. Un chantier déjà identifié, je vous le disais, par le nouveau Premier ministre Jean Castex. On termine par un rapport de BPI France Le Lab sur les PME et ETI et la manière dont elles abordent les enjeux climatiques. Il en ressort que 80% des dirigeants ont conscience de l'urgence climatique. Pour autant, malgré cette conscience civique forte, ils l'intègrent encore trop peu à leur stratégie d'entreprise. Seuls 13% déclarent pouvoir réduire de manière importante leurs émissions carbone dans les 5 prochaines années. La majorité se focalise sur une optimisation de l'existant, efficacité énergétique, baisse des consommations ou encore la mise en place des gestes écologiques comme le recyclage. Mais les dirigeants sont encore trop peu nombreux à envisager un changement de business model. Il faut alors continuer le travail de sensibilisation, estime Pascal Lagarde, directeur exécutif de BPI France, en charge de la stratégie, des études et du développement. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invitée du jour est Nathalie Jaoui, qui est directrice générale déléguée du groupe CRIT. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, le groupe CRIT, c'est 500 agences, c'est beaucoup de monde, plus de 30 000 entreprises clientes. Vous êtes forcément engagé dans l'impact social. Est-ce qu'on peut peut-être commencer la stratégie RSE du groupe par ce point-là ? Alors, CRIT, effectivement, a une activité principale dans le travail temporaire, avec un réseau d'agences très important, et également dans les services aéroportuaires, donc principalement sur les aéroports de Roissy, Paris, Orly, etc. Des secteurs qui, en ce moment, ont quand même un peu de difficultés. Mais en tout cas, il est vrai que dans la mesure où nous, on est dans une activité de service, l'humain a toujours été au cœur de notre groupe et de notre ADN, et qu'en dehors, effectivement, de la RSE qui est de plus en plus à la mode, on dira, elle a toujours été pour nous un élément déterminant. Alors,
Sur la RSE, bien évidemment, notre impact environnemental, dans la mesure où on est dans le service, est quand même moins important, puisqu'on n'est pas dans une industrie que tout ce qui est bien évidemment sociétal et social. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Notre raison en fait d'être, c'est quand même de faire en sorte de trouver et de former nos collaborateurs, que ce soit les collaborateurs permanents ou les collaborateurs intérimaires. Donc voilà, je dirais que c'est une raison d'être, et je dirais que si j'avais un idéal, alors évidemment les idéaux sont pas toujours les atteindre, mais ce serait de donner la possibilité en fait et de faire en sorte que les gens puissent s'épanouir et trouver les voies dans lesquelles effectivement professionnels ils peuvent s'épanouir. Voilà. Ça c'est l'idéal. La mission c'est effectivement déjà de trouver quand même des emplois. Quand votre activité, oui, c'est l'emploi, on sent qu'on a une responsabilité particulière aujourd'hui dans notre société. C'est vrai. J'imagine. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais. Alors, le Covid est plutôt un accélérateur, en fait. Vous trouvez, oui? C'est un accélérateur, mais ça existait avant. C'est un accélérateur parce que si vous voulez, dans les mois à venir, il peut y avoir des impacts au niveau de l'emploi qui sont extrêmement importants. On voit bien qu'un certain nombre de PSE sont déjà annoncés de la part de certains acteurs. Il y a des secteurs d'activité qui sont vraiment extrêmement impactés, comme l'aéronautique, l'aéroportuaire. Donc vous le sentez directement, puisqu'effectivement vous concernez en direct. Oui. Il y a l'événementiel qui a été très impacté pendant, bien évidemment, le Covid. Donc ce sont vraiment des secteurs d'activité où il y a énormément, effectivement, de choses à faire. La crainte, c'est évidemment beaucoup de licenciements. Et donc la responsabilité... beaucoup, là. On en annonce beaucoup déjà. Et donc la responsabilité des entreprises, bien sûr, elle est quand même d'être solidaire et de faire en sorte de limiter au maximum les dégâts sociaux. Alors comment, du coup, justement, quelles ont été les solutions? Écoutez, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur de la formation, sur de la reconversion d'un certain nombre de personnes. Je pense que c'est ça qui est au cœur du métier, d'essayer de reconvertir des gens. Alors, le gouvernement a fait beaucoup, soyons clairs. Bruno Le Maire a fait quand même beaucoup, puisqu'il a mis en place l'activité partielle. Et ça a eu une répercussion quand même très forte et plutôt positive. Maintenant, il faut gérer en fait la transformation, la reprise économique sur la durée. Et notre responsabilité en tant qu'entreprise est très importante. Elle est très importante aussi, par exemple, à la rentrée du côté des jeunes. Et nous, on met beaucoup de choses en place. Il y a beaucoup de jeunes qui vont arriver sur le marché. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir les accompagner, les former. On participe beaucoup à la rentrée d'ailleurs. Il y a encore des forums sur l'alternance, puisqu'il y a un certain nombre. Vous savez qu'il y a des mesures qui ont été prises sur l'apprentissage et des aides et sur les contrats de professionnalisation. Et c'est très important quand même. Voilà, je ne sais plus combien de jeunes vont arriver sur le marché du travail, mais c'est essentiel de pouvoir les accompagner. Donc, ça aussi, c'est un aspect de votre activité, l'insertion professionnelle. Des plus faibles, entre guillemets, des plus précaires, les jeunes, les plus âgés. Oui, tout à fait. C'est un engagement, ça, que vous avez? C'est un engagement qu'on a sur effectivement les personnes éloignées de l'emploi. On travaille beaucoup avec Pôle emploi dans ce cadre-là. On a signé aussi des conventions et on travaille avec les AGFIP pour l'emploi des personnes handicapées, la diversité, hommes-femmes, la parité, et puis toutes les personnes qui sont effectivement éloignées de l'emploi. On travaille beaucoup sur le tissu. Nous, on est implanté à Saint-Ouen, juste à la porte de Saint-Ouen. Donc on travaille beaucoup avec le département 93, justement, et les associations, les collectivités. Le conseil régional pour pouvoir justement mettre des actions en place et travailler avec les jeunes. On travaille avec les missions locales, par exemple, qui effectivement ont comme objectif d'intégrer et d'aider des jeunes de 18 à 25 ans. On travaille aussi avec les EPID, qui sont des organismes publics
qui sont liées d'ailleurs à la défense, sur la formation et l'intégration des jeunes, qui sont d'ailleurs dans des pensionnats, et en même temps on leur apprend, voilà, on réapprend un certain nombre de choses, d'intégration sociale, etc. Donc oui, plus que jamais, c'est important. Cette mobilisation, elle est encore plus importante en période de crise Covid. Vous préparez la rentrée de septembre. Oui. Pour vous, vous sentez qu'il y a une accélération? Oui, il y a c'est ce une que vous disiez. accélération, oui, oui. Je pense que c'était déjà présent avant et on était déjà engagé dans toutes ces actions. Mais c'est évident que la rentrée risque d'être assez compliquée. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le travail avec les territoires. Oui. L'emploi, ça peut être qu'un travail aussi avec les territoires. Enfin, voilà, les deux vont de pair. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Il y a un gros. D'ailleurs, toutes les associations. Avec les collectivités, les associations. Exactement. Travaillent en local, bien sûr. Puisqu'en fait, l'idée, c'est de se dire quels sont aussi les besoins, en fait, en fonction des territoires, les offres d'emploi, et de pouvoir aider et former dans le cadre de ces offres d'emploi. Nous, on forme énormément de personnes. On aimerait vraiment aller plus loin. Dans la formation, vous voulez dire? Oui, dans l'accompagnement, la formation, travailler sur les emplois de demain. Donc Ça, ce sont vos objectifs. Oui, tout à fait. Et je pense que les pouvoirs publics vont aussi faire en sorte que ce soit possible, parce que personne, je veux dire, tout le monde a comme objectif quand même l'emploi. Mais voilà, ça va être sur certains territoires, ça peut être compliqué. Plus que d'autres. Ouais. En particulier, quel territoire? Ceux qui sont effectivement sur lesquels l'industrialisation est peut-être assez faible et sur lesquels les besoins en termes de personnel, où par exemple les industries aéronautiques aujourd'hui sont en grande difficulté. Donc quand elles sont implantées au sud-ouest ou dans d'autres régions, effectivement ça va être plus difficile, mais il y a un gros travail pour reconvertir un certain nombre de personnes. Vous diriez que vous avez un rôle central aujourd'hui, vous sentez cette responsabilité? Oui, on sent cette responsabilité, oui, de se dire qu'on a comme rôle au maximum de contribuer en fait à la mise à l'emploi d'un certain nombre de personnes, de permettre de faire des passerelles entre les différentes entreprises et d'aider les gens qui sont les plus précaires ou les plus en difficulté. Merci beaucoup Nathalie Jaoui d'avoir été avec nous aujourd'hui et de Merci. nous avoir parlé emploi et ressources humaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la bonne pratique du jour. Près d'une marque sur deux réfléchit à sa raison d'être. C'est ce que révèle le baromètre Marques et marketeurs en temps de crise de l'Union des marques. Cette enquête a été réalisée en juin auprès de 42 annonceurs. En effet, pour 48% des marques, la crise a engendré ou va engendrer une réflexion sur leur raison d'être. Le contexte semble agir ainsi comme un accélérateur de la question du sens. À la question, au moment de la sortie de crise, pensez-vous que le registre de votre communication sera différent de ce qu'il était avant? Les marques étaient 67% à répondre oui au moment du confinement et 83% en fin de confinement. Un mois après le déconfinement, ce chiffre reste à un niveau élevé avec 77% de réponses positives. Le sondage révèle aussi que les nouveaux thèmes de communication privilégiés sont désormais les engagements RSE et l'utilité de la marque dans le quotidien du consommateur. L'Union des marques en déduit que le monde d'après se fera sans nul doute par des marques plus engagées et plus durables. Merci beaucoup. Émilie, c'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
Notre débat RSE du jour porte sur la publicité. Doit-elle être engagée aujourd'hui plus que jamais? Pour en parler, nous accueillons en plateau tout de suite Vincent Léora, vice-président de DDB, et Éric Thion-Kuong, président de La Chose. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis. Alors, pour commencer, peut-être, la crise de la Covid a accéléré les choses, vous trouvez, en termes de publicité engagée? Vous trouvez que dans vos agences respectives, les marques, peut-être, vous demandent plus d'engagement? Déjà, la période du Covid a été une période où c'était difficile d'avoir des propos commerciaux. Donc, de fait, il restait un terrain qui était un terrain plus institutionnel, de marque, du rapport aux gens, du lien à l'être humain et pas au consommateur. Donc je dirais que oui, d'une certaine façon, ça a accéléré un mouvement qui existait quand même déjà depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on voit depuis quand même une dizaine d'années une évolution des attentes des Français, mais c'est un peu mondial, d'un point de vue des marques qui dépasse des propositions commerciales et qui remplace ou qui compense une partie que le politique ne peut pas faire. Donc je pense que c'est ça qu'on voit, et dans le Covid, il ne restait plus que ça. Et donc on en a profité effectivement pour essayer de faire valoir des propos de marque dans ce lien social en fait, qui est très important. Mais bon, justement, pendant cette période-là, il y a une étude qui a été faite qui montre que 80% des Français attendent des marques, effectivement, qu'elles aient une vision sur la société qui dépasse uniquement leur rôle de commerce et de contribution économique. Donc je pense que voilà, on est en plein là-dedans. C'est un mouvement qui s'est de fait accéléré pendant le Covid et qui a permis à des gens qui n'avaient pas encore testé cette façon de communiquer qu'effectivement il y avait une réponse très grande des consommateurs. Mais par exemple, nous à La Chose, on avait fait un film il y a 2 ans pour Orange et la sécurité routière. Donc c'était un sujet, tu vois, comment j'y ramène. Non, mais où on montrait que c'est formidable le téléphone, mais qu'au volant ça peut tuer. Donc on peut se dire c'était super engageant pour une marque qui vend des téléphones de dire téléphonez pas au volant et ça peut vous tuer. On s'est rendu compte ensuite dans les tests que ça avait eu un effet colossal parce que les gens se disaient voilà, c'est une marque sérieuse qui m'accompagne, qui est soucieuse de moi et qui me dit des trucs importants pour moi en tant qu'être humain de manière déconnectée du commercial. Donc je pense que ça, voilà, c'est promis un super avenir et c'est plutôt très favorable pour nous parce que ça donne un point de vue et un rôle à la publicité particulier que le digital pourra pas faire. La publicité ne sera plus jamais la même? Disons que, en fait, cette idée d'être engagé et d'avoir une raison d'être, de mettre en avant une forme d'utilité, un engagement sociétal, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps aux États-Unis, notamment dans une culture anglo-saxonne dans laquelle l'État intervient beaucoup moins, donc les marques prennent beaucoup de place pour justement influer dans un contexte sociétal. C'était moins le cas en France, parce qu'au contraire, on avait un peu le sentiment que les marques ne devaient pas se mêler d'un certain nombre de sujets. Et c'est vrai que du fait de ce qui s'est passé pendant la crise Covid, du fait qu'on ne pouvait pas communiquer de façon commerciale, que d'un seul coup, les marques se sont dit il faut s'emparer d'un sujet qui est un sujet d'utilité. Il y en a besoin, parce que manifestement, l'État a eu un peu de mal pendant cette phase-là. On s'est rendu compte que l'État ne pouvait pas tout. Les marques ont investi ce champ. C'est pas nouveau, mais d'un seul coup, les gens l'acceptent davantage, alors que les Français pouvaient avoir tendance à pas forcément trop l'accepter auparavant. Justement, l'État, il vient y avoir deux rapports sur la publicité éthique qui vient d'être remis au gouvernement. Votre opinion peut-être sur ces 2 rapports? Ça vient en réalité appuyer une demande des consommateurs, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie pression qui est faite sur les marques pour qu'elles soient beaucoup plus engageantes, beaucoup plus engagées, et qu'elles aient une vraie utilité dans la société. Ça veut dire que le créatif, il ne peut plus faire ce qu'il veut aujourd'hui? C'est un monde de liberté? Non, vous le prenez bien? Bien sûr. De toute façon, un créatif, il travaille sous contrainte. Donc, et de la contrainte naît justement la créativité et des idées extrêmement fortes. Donc le sujet, il n'est pas là en réalité. C'est plus de se dire, au fond, quelques marques qui jusqu'à présent ne l'avaient pas forcément encore compris, cette nécessité d'être utile et d'avoir une approche sociétale, vont être obligées de le faire. Et c'est tant mieux. La remise en question, elle est difficile, là, pour les entreprises. Comment ils le prennent? Pour les marques, c'est difficile? Dans quel sens? Non, je pense que c'est un mouvement, enfin, comme on dit, c'est pas un mouvement qui s'est déclenché avec le Covid. C'était des débats qu'on avait depuis des années avec des gens. On faisait des choses déjà. Je dirais que le sujet là, c'est maintenant les allocations de ressources dans un budget publicitaire entre ce qui relève du commercial au sens strict et ce qui va relever de la vision de la marque de manière plus large. Et je pense que c'est cette
portion-là qui est en train de devenir, auparavant c'était périphérique, c'est en train de devenir central. La chose est particulièrement engagée. Peut-être que vous pouvez donner des exemples sur des campagnes que vous menez en ce moment. Oui, enfin là, en sortie de Covid, on a fait une campagne des chambres de commerce et d'industrie pour la solidarité avec nos commerçants. Donc ça, c'est un sujet de solidarité. Mais on se rend compte que voilà, j'ai des clients commerciaux comme 1664 qui ont fait pareil sur leur filière de bière. On a fait la campagne avec Orange de On reste ensemble. Mais là, c'était un... On dirait que c'est les derniers mètres pendant ce Covid, comment les gens pouvaient parler à leurs grands-parents de manière télévisuelle, parce que c'est ceux qui ne maîtrisaient pas les outils qui font qu'eux. Mais voilà, mais je pense que ce déplacement-là, les clients et les Français l'attendent. Pour revenir ensuite sur le rôle de la pub et ce qui se passe, il y a des demandes tout à fait légitimes. Après, je suis toujours embêté avec ce sujet-là, parce que la pub a souvent bon dos. Et donc on se dit que si on empêche la publicité sur le SUV, c'est formidable parce que les gens n'achèteront pas du SUV. Mais on se trompe en fait, parce que il y a des publicités sur les SUV, parce que les gens veulent des SUV, et donc on se retrouve à avoir des briefs sur des SUV. Moi j'aimerais bien faire des briefs que sur des voitures électriques. Mais c'est pas le sujet. Donc voilà. Donc bon, il faut faire juste attention à ce que la pub est pas bon dos et qu'on dérive tous les vrais sujets sur la publicité en pensant que ça va résoudre les problèmes. Ça résout pas les problèmes. Nous, on est que. Il y a un rôle sociétal à jouer. Oui, on a un rôle sociétal, mais ça, je pense qu'on l'a depuis longtemps. Enfin, moi, quand j'étais chez BETC, on avait défini des rôles qui étaient comment on fait pour mettre des musiques innovantes à 20h30, aider des jeunes artistes français émergents. De l'ordre de la diversité aussi, c'est des enjeux qu'on a tous les jours. Ensuite, je pense qu'on n'est pas en retard dans la publicité là-dessus, on est plutôt en avance. On a ces rôles-là à jouer, ça fait partie de notre sujet d'être entre l'art et le commerce, en fait, et d'arriver à faire percevoir des choses un peu en avance. Vous voulez réagir là-dessus ? Non, mais par rapport à votre question, quand vous parliez de RSE, pour moi, c'est un peu la même chose que lorsqu'on dit environnement, quand on parle du... C'est un mot atroce, environnement. Ça sous-entend qu'en fait, on s'occupe de ce qu'il y a autour de nous, mais en fait, on en fait partie. Et RSE, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut qu'il y ait des communications RSE, mais si l'entreprise, elle n'est pas sincère dans son approche, dans sa raison d'être, dans la raison pour laquelle elle est là et pour laquelle elle vend ses produits, elle aura beau mettre des écrans de fumée RSE à côté, ça ne fonctionnera pas. C'est aussi le rôle de la publicité, ça, de permettre à d'Aligner. l'entreprise d'être cohérente. Absolument. Et ça me fait penser, pendant le Covid, là, on travaille chez DDB pour la Maïf, on est très fiers de les accompagner. Depuis toujours, enfin, ils sont assureurs militants, hein, c'est leur signature. Ils font des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un slogan, ils font des choses très concrètement. Récemment, on a sorti une publicité qui, en fait, travaille à la réduction des déchets, parce que lorsque vous assurez votre voiture, vous avez la possibilité, si vous faites bugner votre portière, de remplacer la portière par une portière usagée. Réhabilitée, reconfigurée, mais néanmoins usagée. Donc ça limite les déchets, puisque vous n'êtes pas en train de fabriquer une autre portière. Bon. Pendant que je faisais mon footing, je voyais toutes ces voitures arrêtées dans la rue. Et je me disais, bon, il y a forcément un truc à trouver. Il y a plein de gens là qui n'utilisent pas leur voiture. La Maïf doit pouvoir faire quelque chose. Je me dis, il faut que je réunisse l'équipe, il faut qu'on discute, etc. J'arrive chez moi et il se trouve que je suis sociétaire. J'ouvre mes mails et je vois la déclaration de Pascal Demurger, qui est le truc qui finalement a fait le plus parler pendant cette crise au niveau des marques. Il dit, voilà, nos sociétaires n'utilisent pas leur voiture, donc les 100 millions d'euros de gains qu'on va finalement faire sur les gens pendant la crise du Covid, on va les reverser. Soit directement à nos sociétaires, soit s'ils le souhaitent, c'est eux qui nous le diront, on le reversera à des œuvres sociales, à des fonds d'entraide pour la médecine, etc. Donc il ne faut pas que les marques aient peur de communiquer. Et en fait, je me suis dit, un peu idiot de publicitaire, mince, c'était à nous d'avoir l'idée. Et après, je me suis dit, mais non, ils sont comme ça. Ils pensent comme ça, c'est eux, c'est bien normal qu'ils aient eu l'idée avant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai alignement entre l'entreprise, la marque, ce qu'ils pensent, et au fond, toute cette logique-là aussi. Et donc, c'est finalement pas de la pub qui a fait que c'était la meilleure idée publicitaire pendant cette période-là. Parce qu'en réalité, il doit y avoir de la sincérité. Les gens, sinon, ils s'en rendent compte. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir parlé publicité et engagement. Merci. On va maintenant passer à la bonne idée du jour.
La bonne idée du jour est celle de Julien Bruno, le fondateur d'IQ Spot, qui va nous présenter tout de suite. Bonjour. Bonjour. IQ Spot, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Donc, pour placer quelques éléments de contexte, il faut savoir que l'immobilier dans les consommations énergétiques en France, c'est 40% de ces consommations-là. Donc quand on parle sobriété énergétique, par exemple, comme enjeu de société... C'est là que vous rentrez en jeu. Tout à fait. Donc c'est vraiment un axe majeur de travail. Et si on regarde l'immobilier qui nous entoure, finalement, et pour aller faire des vraies réductions de consommation, on se rend compte que c'est des bâtiments un peu vieillissants, où il n'y a pas forcément de vision en temps réel de ce qui s'y passe pour aller réduire les consommations. Donc ce qu'on propose chez IQ Spot, c'est une solution à destination des propriétaires de parcs de bâtiments, de parcs immobiliers, pour leur permettre de suivre en temps réel les consommations de leurs bâtiments et de les aider à réduire les consommations et l'empreinte énergétique de leur parc. Aujourd'hui, ils sont beaucoup à faire appel à vous? Aujourd'hui, on a à peu près 800 000 m² de parcs immobiliers pilotés en temps réel, ou donc dans lesquels concrètement on installe ce type de petits capteurs, donc des capteurs sans fil qui permettent d'avoir la vision des consommations électriques, gaz, eau du bâtiment, tout ça heure par heure automatiquement. Et ensuite, on leur fournit une plateforme logicielle sur laquelle ils vont pouvoir avoir toutes ces données-là. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces informations-là alors? Alors ces informations-là, ça leur sert dans un premier temps déjà à pouvoir avoir une vision globale de l'empreinte énergétique de leur parc. C'est utile pour des reporting, pour répondre à des réglementations. Donc là, par exemple, il y a une nouvelle loi qui s'appelle le décret tertiaire qui leur impose de reporter ces consommations-là et de réduire les consommations d'ici à 2030 de 40%. Donc ça les aide à obtenir ça. Et c'est aussi un outil pour leurs gestionnaires techniques sur le terrain pour les aider à piloter les consommations et voir quelles actions correctrices ils peuvent mettre en place dans les bâtiments. Vous êtes présent où exactement? Alors nous, on a une entreprise bordelaise, le siège est à Bordeaux. Et après, on a le parc équipé sur toute la France. Donc on peut intervenir pour l'instant sur toute la France, dans toutes les métropoles et à Paris-Île-de-France. Quels sont vos objectifs pour les mois, les années à venir? Les objectifs, c'est de se développer commercialement. Donc là, on a une vingtaine de premiers clients dans le milieu des propriétaires, des investisseurs immobiliers. Donc là, les objectifs pour l'année à venir, c'est vraiment de se développer sur ce marché-là de l'investissement immobilier. Avec ces capteurs-là, toujours? Avec cette base-là, cette vision-là de vraiment apporter une vision temps réel du bâtiment pour être réellement acteur de la performance énergétique des parcs immobiliers. Merci beaucoup, Julien Bruno, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé de Merci. votre entreprise. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie. Et oui, Eva, je serai ravie de vous retrouver et vous aussi demain pour une nouvelle émission de Smart Impact. À très vite.